Je n'ai jamais pensé qu'à 73 ans, j'entendrais mon propre fils me traiter de vieille femme inutile. Ces mots, prononcés avec tant de désinvolture au bistrot des artistes, ont déchiré mon cœur comme un couteau bien aiguisé. Pourtant, aujourd'hui, je les considère comme le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. Car sans eux, je serais encore cette femme effacée, cette mère qui acceptait tout, cette grand-mère qu'on sortait de la boîte lors des occasions spéciales, avant de la ranger soigneusement dans l'oubli. Je m'appelle Madeleine Leroy, et pendant la majeure partie de mes 73 années sur cette terre, j'ai vécu pour les autres, d'abord pour mes parents, puis pour Jacques, mon défunt mari, et enfin pour Philippe, mon fils unique. J'ai sacrifié mes rêves, mes désirs, mes besoins sur l'autel de la maternité. Je croyais que c'était cela, être une bonne mère, s'effacer, se faire petite, ne jamais déranger. Quelle erreur monumentale! Cette soirée au bistrot des artistes devait être spéciale. J'avais passé 3 heures à me préparer, choisissant ma plus belle robe lilas, celle que je gardais pour les rares occasions où je me sentais encore digne d'être vue. J'avais coiffé mes cheveux blancs avec soin, appliqué ce rouge à lèvres corail que Jacques m'avait offert pour notre dernier anniversaire de mariage. Autour de mon cou, le collier de perles qu'il m'avait donné avec son premier salaire de comptable. Dans mon sac, une enveloppe qui allait, je le pensais naïvement, changer notre relation pour le mieux. Le bistrot des artistes se trouve dans le 6e arrondissement de Paris. Un établissement élégant, avec des nappes blanches immaculées, des murs ornés de peintures d'artistes locaux et un pianiste qui joue doucement dans un coin. C'est le genre d'endroit où l'on parle à voix basse, où les serveurs connaissent l'art de se faire invisible, tout en étant toujours présents au moment opportun. Le genre d'endroit où je n'aurais jamais osé entrer seule. Quand je suis arrivée, Philippe et Sylvie étaient déjà attablés. Mon fils, dans son costume 3 pièces impeccable, consultant son téléphone avec cette expression d'importance qu'il affecte depuis qu'il dirige sa propre agence immobilière. Sylvie, sa femme, vêtue d'une robe griffée que je ne pourrais jamais me permettre, même avec toutes mes économies de bibliothécaire. Je me suis approchée, le cœur battant d'anticipation. Philippe a à peine levé les yeux, m'accordant ce hochement de tête qu'on réserve aux connaissances lointaines. Sylvie m'a gratifiée de ce sourire qui n'atteint jamais ses yeux, celui qu'elle réserve aux personnes qu'elle considère comme socialement inférieures. « Tu es en retard, maman », a dit Philippe, bien que je sois arrivée exactement à l'heure convenue. « Pardon », ai-je répondu automatiquement, glissant sur la chaise en face d'eux, me faisant aussi petite que possible. Pierre, le serveur, un homme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, s'est approché avec les menus. C'est l'un des rares serveurs que j'ai rencontrés qui regarde les personnes âgées dans les yeux, comme si notre existence méritait d'être reconnue. Il m'a tendu le menu avec un sourire authentique, me demandant si je souhaitais un apéritif. Avant que je puisse répondre, Philippe a coupé. « Elle prendra juste de l'eau. Elle a des problèmes de digestion. » C'était faux. Je n'ai jamais eu de problème de digestion. Mais j'ai acquiescé, comme toujours, acceptant cette petite humiliation comme tant d'autres. Nous avons commencé à parcourir les menus et j'ai senti mon cœur s'accélérer en voyant les prix. Tout était si cher. Le filet de bœuf à la sauce au vin rouge, que je mourais d'envie de goûter, coûtait presque le quart de ma pension mensuelle. J'ai discrètement cherché les options les moins onéreuses, habituée à ne jamais être un fardeau financier pour mon fils, même s'il gagnait 10 fois mon revenu. C'est alors que c'est arrivé. Sans même lever les yeux de son propre menu, Philippe a lâché ces mots qui allaient transformer ma vie. « Tu as la nourriture la moins chère. Je ne vais pas payer pour cette vieille femme inutile. » Sylvie a laissé échapper un petit rire, comme si mon fils venait de faire une blague particulièrement spirituelle. Pierre, le serveur, a eu la décence de paraître embarrassé, détournant légèrement le regard pour préserver ce qui restait de ma dignité. Le restaurant n'était pas plein, mais suffisamment occupé pour que plusieurs tables aient pu entendre. J'ai senti le rouge me monter aux joues, non pas de gêne cette fois, mais d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des décennies, la colère. Une colère brûlante, primale, qui montait des profondeurs de mon être comme la lave d'un volcan longtemps endormi. Pendant un instant qui a semblé s'étirer indéfiniment, je suis restée parfaitement immobile, les yeux fixés sur le menu qui se brouillait devant moi. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles
chaque pulsation semblant résonner avec une question. Est-ce vraiment ainsi que tu veux vivre tes dernières années? Et puis, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être s'est-il réveillé, cette Madeleine que j'étais avant de devenir la mère de Philippe, cette femme qui avait des rêves, des opinions, du caractère, cette femme qui, des décennies auparavant, avait osé défier ses parents pour épouser Jacques, un simple comptable, plutôt que le médecin qu'ils avaient plaidé choisi pour elle. J'ai pensé à l'enveloppe dans mon sac, à la nouvelle qui allait changer nos vies, ou du moins, c'est ce que j'avais imaginé jusqu'à cet instant précis. J'ai levé les yeux vers Pierre et avec une voix que je ne reconnaissais pas, tant elle était ferme et assurée, j'ai dit « Je prendrai le filet de bœuf à la sauce au vin rouge, s'il vous plaît, et apportez-moi une bouteille de votre meilleur vin rouge. » Le silence qui a suivi était presque palpable. J'ai vu les yeux de Philippe s'écarquiller, sa bouche s'ouvrir sous le choc. Sylvie a immédiatement cessé de regarder son téléphone. « Maman, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ?» a sifflé Philippe entre ses dents, quand Pierre s'est éloigné. « J'ai parfaitement entendu, Philippe. Chaque mot, ai-je répondu, avec un calme que je ne me connaissais pas. « Et depuis quand tu bois du vin ?» a-t-il demandé irrité. « Tu sais combien coûte cette bouteille ?»« Non, je ne sais pas, mais j'imagine que tu me le diras dès que l'addition arrivera. » ai-je répondu, sentant une étrange sensation de liberté grandir en moi. Sylvie a lancé un regard furieux à Philippe, comme si elle le blâmait de ne pas pouvoir me contrôler. Puis elle a forcé un sourire et s'est tournée vers moi. « Madame Leroy, que se passe-t-il? Vous êtes différente aujourd'hui. » C'était la première fois en plusieurs mois que ma belle-fille s'adressait directement à moi. Et encore, c'était seulement pour remettre en question mon comportement inapproprié. Pas pour demander comment j'allais, pas pour s'enquérir de mes douleurs articulaires qui empiraient avec le temps froid, pas pour savoir si je dormais bien ou si j'avais besoin de quelque chose. « Je célèbre, Sylvie », ai-je répondu sans élaborer. « Célébrer quoi ?» a demandé Philippe, méfiant. « Vous le saurez bientôt », ai-je répondu, énigmatique. Le reste du dîner s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Philippe touchait à peine à sa nourriture, visiblement irrité par mon audace. Sylvie alternait entre lancer des regards furieux à son mari et des sourires forcés aux autres clients du restaurant, préoccupés par les apparences, comme toujours. Mon filet était délicieux. Chaque bouchée était un petit acte de rébellion, une déclaration silencieuse que j'existais encore, que je comptais encore. Le vin, un château Margaux d'une année exceptionnelle, avait un goût que je n'avais jamais expérimenté auparavant, doux et amer à la fois, comme la vie. Tout en savourant chaque bouchée, j'observais l'élégance discrète du restaurant, les murs au ton chaud, décorés de tableaux de paysages français, les tables impeccablement dressées avec des nappes blanches et des couverts en argent, le doux murmure de conversations éduquées autour de nous. Le bistrot des artistes était exactement le genre d'endroit où j'avais toujours voulu aller, mais où je n'avais jamais osé suggérer d'aller, supposant que ce serait trop cher ou trop élégant pour quelqu'un comme moi. À la table voisine, un couple âgé dînait dans un silence complice, échangeant des regards de complicité et de petits sourires. Ils me rappelaient Jacques et moi dans nos meilleurs moments avant que la maladie ne l'emporte. Ils me traitaient toujours avec un profond respect, avec une admiration qui me faisait sentir comme la femme la plus précieuse du monde. Quand avais-je commencé à accepter moins que cela? Quand avais-je commencé à croire que je ne méritais pas un respect fondamental, pas même de mon propre fils? D'où venez-vous, vous qui m'écoutez en ce moment? De quelle ville? De quel pays? Avez-vous déjà ressenti cette invisibilité qui vient avec l'âge, cette façon dont les gens commencent à vous regarder à travers, comme si vous étiez déjà un fantôme? Ou peut-être êtes-vous de l'autre côté, regardant vos parents vieillir sans vraiment voir la douleur dans leurs yeux quand vous les traitez comme des enfants, ou pire, comme des fardeaux? Je ne savais pas encore, assise dans ce restaurant chic avec mon fils et ma belle-fille, que cette soirée marquerait le début d'une transformation profonde dans ma vie, que l'insulte de mon fils serait la clé qui déverrouillerait une porte que je croyais fermée à jamais, la porte vers la liberté, vers l'autodétermination, vers une seconde chance de vivre pleinement. Quand l'heure du dessert est venue, Pierre est revenu avec le menu. Une fois de plus,
J'ai choisi l'article le plus cher, un petit gâteau au chocolat avec une sauce aux fruits rouges et de la glace à la vanille. Philippe ne protestait même plus. Il observait simplement avec un mélange de colère et de curiosité. « Maman, sérieusement, que se passe-t-il » a-t-il finalement demandé, sa voix un peu plus douce, peut-être reconnaissant que son attitude initiale avait été inappropriée. Je l'ai regardé fixement, considérant combien révélé à ce moment. D'un côté, j'étais blessée, profondément blessée par son commentaire cruel. De l'autre, c'était mon fils unique, et malgré tout, je l'aimais. « Philippe, t'es-tu déjà demandé comment je me sens quand tu me traites comme si j'étais un inconvénient ? Comme si ma présence dans ta vie était un fardeau que tu supportes à peine ?» Il s'est agité inconfortablement sur son siège, évitant mon regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Je me suis toujours occupée de toi. Prendre soin de moi ? Appelles-tu prendre soin le fait d'annuler nos déjeuners dominicaux avec des excuses de dernière minute, d'oublier mon anniversaire le mois dernier, de me demander de garder Lucas sans préavis parce que Sylvie a un rendez-vous au salon de beauté qu'elle ne peut pas annuler. Sylvie s'est visiblement tendue en étant mentionnée. Madame Leroy, vous savez combien nous sommes occupés. Philippe travaille dur pour maintenir le niveau de vie que nous avons et j'ai beaucoup de responsabilités sociales. Des responsabilités sociales, ai-je répété lentement, savourant l'ironie des mots. Oui, je suppose que vos publications sur Instagram sont très importantes. Plus importantes que de rendre visite à une vieille femme inutile, n'est-ce pas ? Philippe a eu la décence de rougir. Maman, je ne voulais pas dire ça. J'étais stressée par le travail, tu sais comment sont les clients difficiles. Non, Philippe, ce n'était pas un dérapage, ce n'était pas un moment de stress. C'était la vérité de comment tu me vois, comme un fardeau, comme quelqu'un dont les besoins sont insignifiants comparés aux tiens. Le dessert est arrivé, interrompant momentanément notre conversation. Pierre l'a placé devant moi avec une floritura discrète. J'espère que vous l'apprécierez, madame. C'est la spécialité du chef. Je l'ai remercié avec un sourire sincère, le premier de la soirée. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la dignité avec laquelle Pierre me traitait, le respect qu'il montrait sans effort, sans feinte, un respect que ma propre famille semblait incapable d'offrir. Le petit gâteau était exquis, le chocolat chaud coulait du centre comme une lave sucrée, contrastant parfaitement avec la glace froide à la vanille. Chaque bouchée était un petit moment de plaisir, un rappel que j'étais encore capable d'apprécier les choses simples de la vie. Pendant que je savourais mon dessert, je me suis rappelé comment j'en étais arrivé là, comment ma vie était devenue une succession de sacrifices silencieux, d'effacements volontaires, de renoncements présentés comme des actes d'amour. Tout a commencé quand Philippe est né. Jacques et moi avions planifié sa naissance avec tant d'amour, tant d'espoir. Nous étions jeunes, idéalistes, déterminés à être des parents différents de ceux que nous avions eus. Des parents qui encourageraient leur enfant à suivre ses rêves, qui le soutiendraient sans l'étouffer, qui lui donneraient des racines et des ailes. Les premières années ont été un tourbillon de joie pure. Philippe était un enfant vif, curieux, affectueux. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses premières questions sur le monde. Chaque moment était une merveille que Jacques et moi savourions ensemble. Je travaillais alors à mi-temps à la Bibliothèque nationale, passant les après-midi avec mon fils, lui lisant des histoires, l'emmenant au jardin du Luxembourg nourrir les canards, répondant patiemment à ses innombrables « pourquoi ». Puis Jacques a commencé à avoir des problèmes de santé. De petits symptômes au début, une fatigue inhabituelle, des douleurs articulaires, des migraines fréquentes. Les médecins ont mis des mois à diagnostiquer cette maladie auto-immune rare qui allait lentement éroder sa qualité de vie. Il a continué à travailler comme comptable, refusant de céder à la maladie, mais ses revenus ont diminué à mesure que ses heures de travail devenaient moins régulières. J'ai repris un emploi à temps plein à la bibliothèque, jonglant entre mon travail, les soins à Jacques et l'éducation de Philippe. Peu à peu, mes propres rêves, écrire un livre sur l'histoire des bibliothèques parisiennes, voyager à Venise, apprendre le piano, ont été relégués au fond d'un tiroir mental de plus en plus encombré par les nécessités quotidiennes. Philippe grandissait, de plus en plus conscient des limitations financières de notre famille. Je me souviens encore de son visage déçu quand nous n'avons pas pu lui offrir ce vélo de course
que tous ses amis avaient pour ses 12 ans, ou de sa colère quand nous avons dû annuler nos vacances à la mer parce que Jacques avait été hospitalisé. « Pourquoi sommes-nous toujours les plus pauvres ?» avait-il demandé un jour, après avoir été invité chez un camarade de classe dont les parents possédaient une maison somptueuse à Neuilly. Cette question m'avait brisé le cœur, non pas parce que nous étions réellement pauvres, nous ne l'étions pas, nous étions simplement modestes, mais parce que je voyais déjà chez lui cette obsession naissante pour l'argent, le statut, les apparences. Jacques essayait de compenser nos limitations financières par d'autres richesses, des discussions profondes, des jeux d'esprit, des valeurs solides. « L'argent va et vient, Philippe, » disait-il souvent. Mais l'éducation, l'intégrité, l'amour, ces choses-là restent. Mais Philippe semblait de plus en plus imperméable à ces leçons. À l'adolescence, il s'est éloigné de nous, préférant passer son temps avec des amis plus fortunés, adoptant leurs manières, leurs goûts, leur dédain à peine voilé pour tout ce qui était ordinaire ou modeste. Je me souviens d'une conversation particulièrement douloureuse juste avant qu'il ne parte pour ses études supérieures en école de commerce. « Je ne finirai pas comme vous deux », avait-il déclaré avec une assurance brutale. « Je vais réussir, avoir une grande maison, une belle voiture, une femme élégante. Je ne passerai pas ma vie à compter les centimes. » Jacques, déjà très affaibli par la maladie, avait simplement hoché la tête avec un sourire triste. « C'est ton droit, fils. J'espère juste que tu découvriras que le succès a de nombreux visages et que les plus beaux ne s'achètent de pas. » Mais Philippe était déjà parti, mentalement sinon physiquement. Et quand Jacques est décédé, 3 ans plus tard, alors que Philippe terminait brillamment ses études, quelque chose s'est définitivement brisé entre nous, comme si la mort de son père avait coupé le dernier fil qui rattachait mon fils à ses origines modestes, à nos valeurs, à notre définition du bonheur. Il a rapidement gravi les échelons dans une grande agence immobilière, spécialisée dans les propriétés de luxe. Il s'habillait désormais en costume sur mesure, parlait avec cet accent légèrement affecté qu'adoptent ceux qui veulent masquer leurs origines, citait des restaurants étoilés et des domaines viticoles dont je n'avais jamais entendu parler. Puis il a rencontré Sylvie lors d'un gala de charité auquel il assistait pour réseauter. Sylvie Montagne, issue d'une famille aisée mais en déclin, qui cherchait un homme ambitieux pour maintenir son train de vie. Elle était belle, sophistiquée, impitoyablement sociale. Et elle a vu en Philippe exactement ce qu'elle cherchait. Un homme déterminé à s'élever, quitte à renier ses racines. Leur mariage a été fastueux, bien au-delà de mes moyens. J'ai vendu le bracelet en or que ma mère m'avait légué pour m'acheter une tenue appropriée. La cérémonie s'est déroulée dans une église historique du 16e arrondissement, la réception dans un château loué pour l'occasion. J'étais assise à une table éloignée avec quelques vagues cousins et des amis de seconde zone. Je souriais, j'applaudissais, je jouais le rôle de la mère fière, tandis que mon cœur se serrait en voyant combien j'étais devenue périphérique dans la vie de mon fils. Les années suivantes ont vu naître mes petits-enfants. Lucas, ce petit garçon curieux et sensible, qui me rappelait tant Philippe au même âge, et Juliette, plus âgée, maintenant étudiante en médecine, qui semblait avoir hérité de la compassion et de l'intégrité de son grand-père. Philippe et Sylvie prospéraient, du moins en apparence. Il avait ouvert sa propre agence immobilière, Prestige en patrimoine, ciblant une clientèle fortunée. Elle organisait des dîners, des événements caritatifs, cultivait soigneusement leur image sur les réseaux sociaux. Et moi, je vieillissais silencieusement dans mon petit appartement des Marronniers, dans le 15e arrondissement. J'avais pris ma retraite de la bibliothèque, mais je continuais à y faire du bénévolat 2 fois par semaine, incapable de me séparer complètement de ces livres qui avaient été mes plus fidèles compagnons. Je fréquentais l'aquagym 2 fois par semaine avec Amélie, ma meilleure amie depuis 30 ans, une ancienne professeure de français à la langue acérée et au cœur tendre. Le dimanche, quand Philippe annulait notre déjeuner familial, ce qui arrivait de plus en plus souvent, je retrouvais Marcel Dufour au Café des Amis. Marcel, mon voisin, un pharmacien retraité dont la femme était décédée 3 ans auparavant. Un homme gentil, aux yeux usés par l'âge, mais toujours brillant de curiosité. Ma vie n'était pas malheureuse. J'avais mes amis, mes livres, mes petites habitudes.
J'avais mes souvenirs avec Jacques que je chérissais comme des trésors. J'avais Juliette qui venait souvent étudier chez moi, appréciant le calme de mon appartement et l'odeur du café frais que je préparais. J'avais Lucas que je gardais occasionnellement, lui racontant des histoires de quand son père était petit, lui apprenant à faire ses cookies au chocolat que Philippe adorait enfant. Mais il y avait cette douleur sourde, ce sentiment d'être devenue transparente, particulièrement aux yeux de mon fils. Je me souviens d'un incident, quelques mois avant ce fameux dîner au bistrot des artistes. C'était l'anniversaire de Lucas, 8 ans. Une grande fête avait été organisée dans le jardin de leur maison à Neuilly. J'étais arrivée avec un cadeau soigneusement choisi, une collection de livres sur les animaux, la passion du moment de Lucas. Philippe m'avait à peine salué, trop occupé à impressionner ses invités, principalement des clients potentiels et des amis utiles. Sylvie m'avait dirigée vers une chaise dans un coin, me demandant presque immédiatement si je pouvais surveiller les plus jeunes enfants pendant qu'elle s'occupait des invités importants. J'avais accepté, bien sûr. J'acceptais toujours. Et tandis que je regardais les enfants jouer, assises sur cette chaise inconfortable, servant occasionnellement des boissons ou des snacks, j'avais observé Philippe évoluer parmi ses invités. Son aisance apparente, son rire un peu trop fort, sa façon de toucher constamment sa montre suisse ou de réajuster sa cravate de marque, autant de signes d'une insécurité profonde qu'il tentait de masquer sous une couche d'arrogance. J'avais ressenti une vague de tristesse en réalisant que mon fils, malgré sa réussite matérielle, n'était pas heureux. Il était devenu exactement ce qu'il avait voulu être, riche, respecté, enviable aux yeux de la société, mais quelque part en chemin, il avait perdu sa capacité à simplement être, à apprécier les petits bonheurs, à aimer sans condition. En le regardant interagir avec Lucas, j'avais noté cette même distance, cette même tendance à traiter son fils comme une extension de son ego plutôt que comme une personne à part entière. « Lucas, tiens-toi droit. Lucas, va saluer Monsieur Dupont, c'est un client important. Lucas, on ne dit pas « cool », on dit « excellent ». Chaque interaction semblait être une occasion de formater, de façonner, de préparer la prochaine génération à perpétuer cette quête insatiable de statut et de richesse. Et puis, la semaine dernière, quelque chose d'extraordinaire s'était produit, quelque chose que j'avais gardé secret, impatiente de le partager avec mon fils. Je pensais que ce serait un moment de joie, de célébration, un moment pour lui montrer que sa mère avait encore des surprises en réserve. J'étais à la banque, retirant ma modeste pension mensuelle, quand le directeur m'avait appelé dans son bureau. Monsieur Legrand, un homme d'une 50aine d'années à l'allure sérieuse, mais bienveillante, m'avait fait asseoir et m'avait annoncé une nouvelle qui avait d'abord semblé trop incroyable pour être vraie. Jacques, mon défunt mari, avait apparemment investi une petite somme dans une start-up technologique peu avant sa mort. Une de ces entreprises naissantes qui travaillent sur des innovations que personne ne comprend vraiment. Il n'en avait jamais parlé, probablement parce que c'était un montant insignifiant à l'époque. Peut-être même un investissement qu'il considérait comme perdu d'avance. 15 ans plus tard, cette entreprise avait été rachetée par un géant américain. Les actions de Jacques, maintenant à mon nom, valaient 5 millions d'euros. Votre mari était un homme visionnaire, Madame Leroy, avait dit Monsieur Legrand, me tendant une enveloppe contenant tous les détails. Ou peut-être simplement chanceux. Quoi qu'il en soit, vous êtes désormais une femme très confortable financièrement. J'étais sortie de la banque dans un état second, l'enveloppe serrée contre ma poitrine comme un talisman. 5 millions d'euros, une somme que je ne pouvais même pas conceptualiser. Plus d'argent que je n'en avais jamais eu, plus que je n'en aurais jamais besoin pour le reste de ma vie. Ma première pensée avait été pour Philippe, pour la fierté qu'il ressentirait en apprenant que son père, ce comptable modeste qu'il avait presque renié, avait fait preuve d'une telle prescience, pour le soulagement qu'il éprouverait en sachant que sa mère ne serait jamais un fardeau financier, pour la joie qu'il aurait en réalisant que cette fortune pourrait aider à financer les études de médecine de Juliette, à assurer l'avenir de Lucas, peut-être même à investir dans l'expansion de son agence immobilière. J'avais immédiatement appelé le bistrot des artistes pour réserver une table. Je voulais annoncer la nouvelle dans un cadre spécial, digne de l'occasion. Je m'étais habillée avec tant de soin pour ce dîner
anticipant déjà la réaction de Philippe. Je m'étais imaginé son visage s'illuminant de surprise, sa voix tremblant légèrement d'émotion. J'avais rêvé d'un rapprochement, d'une reconnexion, d'une guérison des blessures invisibles qui s'étaient accumulées entre nous au fil des ans. Et puis était venue cette phrase, cette horrible phrase qui avait tout changé. « Tu as la nourriture la moins chère. Je ne vais pas payer pour cette vieille femme inutile. » Inutile. Ce mot résonnait en moi comme un glas. Après toute une vie de dévouement, de sacrifice, d'amour inconditionnel, c'était ainsi que mon fils me voyait, comme une charge, un poids mort, une dépense regrettable. À présent, assis en face de moi, Philippe et Sylvie attendaient ma réponse. J'ai pris une dernière bouchée de mon dessert, savourant la richesse du chocolat, la fraîcheur des fruits rouges. J'ai essuyé délicatement mes lèvres avec la serviette en tissu, prenant mon temps, consciente du pouvoir nouveau que je détenais, le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire non, le pouvoir de réécrire les termes de notre relation. J'ai ouvert mon sac et en ai sorti l'enveloppe de la Banque nationale de France. Une enveloppe qui, je le savais maintenant, ne représentait pas seulement une somme d'argent, mais une seconde chance, une opportunité de vivre enfin selon mes propres termes, de réaliser ces rêves que j'avais si soigneusement rangés, de me redécouvrir au-delà des rôles de mère, de veuve, de grand-mère docile. J'ai quelque chose à vous annoncer, ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. Les yeux de Philippe se sont immédiatement fixés sur l'enveloppe, une lueur d'intérêt s'allumant dans son regard. Même Sylvie a posé son téléphone, soudain attentive, et c'est à ce moment précis, en voyant leur curiosité soudaine, leur attention focalisée non pas sur moi, mais sur ce que je pouvais potentiellement leur apporter, que j'ai pris une décision qui allait changer le cours de nos vies pour toujours. « Fils, Sylvie !» ai-je commencé, tenant l'enveloppe officielle de la Banque nationale de France entre mes doigts légèrement tremblants. Je vous ai invité à ce dîner parce que j'ai une nouvelle importante à partager. J'ai pris une profonde inspiration, savourant ce moment suspendu, cette fraction de seconde où je tenais encore les cartes, où le pouvoir était encore entièrement mien. Une sensation presque enivrante pour quelqu'un qui, comme moi, avait passé des décennies à céder, à s'effacer, à mettre les besoins des autres avant les siens. La semaine dernière, j'ai reçu cette lettre. Ai-je continué, montrant l'enveloppe sans l'ouvrir. C'est de la loterie nationale. J'ai vu les yeux de Philippe s'agrandir. J'ai vu Sylvie se redresser sur sa chaise, soudainement alerte, comme un prédateur ayant repéré une proie. Il y a 3 mois, j'ai commencé à jouer à la loterie nationale. Chaque semaine, je séparais une petite somme de mon budget serré pour jouer toujours les mêmes numéros. La date de naissance de ton père, la tienne, Philippe, et celle des enfants. Ai-je expliqué, me rappelant comment j'avais caché ce petit luxe même à Amélie, de peur d'être jugée pour gaspiller de l'argent. Et, a demandé Philippe, se penchant en avant, comme il ne l'avait jamais fait auparavant quand je parlais. Et la semaine dernière, j'ai reçu cette notification. J'ai gagné, Philippe. J'ai gagné 5 millions d'euros à la loterie nationale. Le silence qui a suivi était différent de tous ceux que nous avions jamais partagés. J'ai vu quelque chose changer dans les yeux de mon fils. Ce n'était plus de l'irritation ou de l'impatience. C'était du calcul, comme s'il additionnait déjà mentalement combien de cet argent serait le sien. Sylvie a laissé échapper un petit cri de surprise, suivi d'un sourire qui, pour la première fois, semblait sincère en me regardant. « 5 millions ?» a-t-elle répété, comme si elle avait besoin d'entendre le chiffre à nouveau pour y croire. « Oui, 5 millions », ai-je confirmé, ouvrant l'enveloppe et montrant la lettre officielle de la Banque nationale de France, avec tous les détails du prix. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Soudainement, mon fils me souriait, prenant mes mains par-dessus la table, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Maman, c'est incroyable! Je suis tellement heureux pour toi, pour nous !» s'est-il exclamé, se corrigeant rapidement. Sylvie avait déjà son téléphone en main à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas pour ignorer la conversation. Elle prenait des photos de la lettre, du restaurant, même de moi, probablement déjà en train de planifier comment annoncer sur les réseaux sociaux que sa chère belle-mère était devenue millionnaire. « Nous devons vraiment célébrer », a continué Philippe, faisant signe à Pierre. «
Apportez du champagne, le meilleur que vous avez. J'ai observé cette transformation avec un mélange de tristesse et de clarté. C'était comme si un bandeau était tombé de mes yeux, me permettant de voir mon propre fils tel qu'il était réellement. Non pas comme je l'imaginais, non pas comme je voulais qu'il soit, mais tel qu'il était vraiment. Pierre a apporté le champagne, l'ouvrant avec l'habileté de quelqu'un qui faisait cela depuis des décennies. Le liquide doré et pétillant a rempli les flûtes en cristal, et Philippe a immédiatement proposé un toast. « À ma mère, la plus récente millionnaire de la famille !» s'est-il exclamé, levant son verre avec un enthousiasme exagéré. Nous avons trinqué, et tandis que le champagne descendait dans ma gorge, laissant cette sensation caractéristique de picotement, une autre décision se formait dans mon esprit. Une décision qui avait commencé à prendre forme dès le moment où mon fils m'avait appelé « vieille femme inutile », mais qui ne se cristallisait que maintenant avec une certitude absolue. « Maman, nous devons faire des projets ensemble », a commencé Philippe avec enthousiasme. « D'abord, il faut t'installer près de chez nous, dans un appartement plus confortable. Ou mieux encore, nous pouvons rénover la chambre d'amis pour toi. Je peux t'aider à gérer cet argent, l'investir judicieusement. Tu sais, avec mon expérience dans l'immobilier, je pourrais te conseiller sur les meilleures propriétés pour placer cet argent. » Philippe, ai-je interrompu doucement, posant ma flûte de champagne sur la table. « J'ai déjà des projets pour cet argent. »« Bien sûr, maman. Nous les planifierons ensemble, » a-t-il répondu rapidement. Il y a ce conseiller financier chez Prestige & Patrimoine, un expert en gestion de fortune pour les clients VIP. Je peux organiser une réunion dès demain. J'ai levé la main, interrompant son flot de paroles et de plans. Des plans qui, j'avais remarqué, ne comprenaient pas de me demander ce que je voulais, ce dont je rêvais, ce que j'avais planifié pour ma propre vie, avec mon propre argent. « Philippe, j'ai déjà consulté un conseiller financier, » ai-je dit, avec une fermeté qui l'a fait taire instantanément. Sébastien Moreau de la Banque nationale de France, un jeune homme très compétent qui me guide sur la façon de gérer ce prix. Le visage de mon fils s'est assombri légèrement. « Tu ne me fais pas confiance pour t'aider avec ça, maman ? Ce n'est pas une question de confiance, Philippe. C'est une question d'indépendance. Pour la première fois de ma vie, je peux prendre mes propres décisions financières sans avoir à compter chaque centime, sans avoir à justifier chaque dépense. Et quelles sont ces décisions, si je peux demander ?» a interrogé Sylvie, son ton doucereux ne masquant pas complètement son avidité. J'ai sorti de mon sac un autre document. C'était une liste manuscrite, avec mon écriture soignée, la même calligraphie que j'avais utilisée pendant des décennies pour cataloguer des livres à la bibliothèque où j'avais travaillé. Dans les jours qui ont suivi la nouvelle du prix, j'ai fait une liste de rêves, Philippe, des choses que j'ai toujours voulu faire, des endroits que j'ai toujours voulu connaître, des expériences que j'ai reportées par manque d'argent ou parce que je croyais ne pas les mériter. J'ai déplié lentement le papier, sentant les yeux de mon fils et de ma belle-fille fixés sur mes mouvements. Premièrement, connaître Paris. Ton père a toujours promis de m'emmener, savais-tu? Il a économisé pendant des années, mettant de côté une partie de son salaire chaque mois. Quand nous avions enfin assez, tu es tombé malade. Pneumonie grave. Tout l'argent du voyage est allé pour tes médicaments et pour l'hôpital. Ton père ne s'est jamais plaint, pas une seule fois. Paris peut attendre, disait-il. Notre fils ne peut pas. J'ai vu les yeux de Philippe s'agrandir légèrement. C'était une histoire qu'il n'avait jamais entendue. L'une des nombreuses histoires de sacrifices silencieux que les parents font pour leurs enfants sans jamais le leur reprocher. Deuxièmement, faire une croisière dans les îles grecques. Troisièmement, acheter un petit domaine dans les environs de Provence, avec un grand jardin où je pourrais planter mes propres herbes et fleurs. Quatrièmement, aider Juliette à terminer ses études de médecine sans avoir besoin de travailler pendant ses études. J'ai remarqué comment Philippe et Sylvie se sont regardés en entendant le nom de Juliette, ma petite fille de 26 ans, la seule dans la famille qui semblait vraiment me valoriser. Cinquièmement, créer une fondation pour des bibliothèques communautaires dans des quartiers défavorisés, avec un accent sur la littérature pour enfants. Sixièmement, engager les meilleurs avocats pour résoudre définitivement la situation du terrain que ton père a laissé à Neuilly, celui que tu as vendu sans ma connaissance ou mon autorisation, prétendant que je ne comprenais pas les affaires. Le visage de Philippe a rougi en entendant cette partie.
Ce terrain que Jacques avait acheté comme investissement pour notre vieillesse. Ce terrain qui vaut aujourd'hui 5 fois plus que ce que Philippe a reçu pour lui, sans jamais m'avoir remis un centime. Maman, ce terrain était un problème. Il avait des problèmes de documentation, des impôts en retard. A-t-il commencé à se justifier? Mais j'ai levé la main, l'interrompant comme je ne l'aurais jamais fait auparavant. Septièmement, ai-je continué, ignorant ses excuses, faire un voyage en train à travers le Canada pour voir les montagnes rocheuses que j'ai toujours admirées dans les documentaires. Huitièmement, acheter un piano et enfin apprendre à jouer, comme j'en ai toujours rêvé depuis l'enfance. La liste continuait, mais j'ai soigneusement plié le papier et l'ai remis dans mon sac. Ces rêves étaient les miens, trop intimes pour être complètement exposés à cette table, sous les regards calculateurs de mon fils et de ma belle-fille. « Ce sont de beaux rêves, Madame Leroy ?» a dit Sylvie, sa voix artificiellement douce, « et nous pouvons vous aider à les réaliser tous. »« Je n'ai pas besoin d'aide, Sylvie, » ai-je répondu, avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. J'ai déjà engagé un consultant financier, comme je l'ai mentionné. C'est lui qui m'aide à comprendre que, avec une planification adéquate, je peux réaliser tous ces rêves et avoir encore une sécurité financière pour le reste de ma vie. Philippe a plissé les yeux, visiblement contrarié que j'ai pris des décisions sans le consulter, sans avoir besoin de lui. C'était exactement le point. Je n'avais plus besoin de lui, pas de la façon dont il voulait que j'aie besoin de lui. Pas comme la vieille femme inutile qui dépendait de son approbation, de sa générosité, de ses miettes d'attention. « Et quand comptais-tu nous dire tout cela ?» a-t-il demandé, réussissant à peine à dissimuler l'irritation dans sa voix. « Je te le dis maintenant, fils. C'était la raison du dîner. Partager la nouvelle et mes décisions. Des décisions que tu as déjà prises sans nous consulter, a-t-il répliqué, abandonnant complètement le masque du fils concerné. Tout comme tu as pris tant de décisions pour moi au fil des ans, sans me consulter, ai-je demandé, sans hostilité, juste en constatant un fait. Le silence qui a suivi a été interrompu par le doux tintement des couverts des tables environnantes, par le murmure discret d'autres conversations, par la mélodie du pianiste qui jouait maintenant une chanson mélancolique qui s'accordait parfaitement au moment. À travers la fenêtre du restaurant, j'ai vu les lumières de Paris briller contre le ciel nocturne. Cette ville que je connaissais si bien, où j'avais vécu toute ma vie, semblait soudainement pleine de nouvelles possibilités, d'aventures qui m'attendaient. Je pensais, Philippe a finalement parlé, choisissant ses mots avec soin, que la famille signifiait s'entraider, partager les bonnes et les mauvaises fortunes. C'était l'ouverture parfaite, l'occasion que j'attendais pour dire ce que je répétais mentalement depuis que j'avais reçu la nouvelle du prix, depuis que j'avais pris la décision qui changerait nos vies, pas mis pour toujours. Tu as raison, Philippe. La famille, c'est exactement ça. C'est pourquoi je veux te poser une question. Quand était la dernière fois que tu m'as appelé juste pour savoir comment j'allais? Pas pour me demander d'aller chercher les enfants à l'école, parce que Sylvie avait un rendez-vous incontournable au salon de beauté. Pas pour vérifier si je pourrais faire cette lasagne que tes clients adorent, pour le dîner d'affaires. Juste pour savoir comment j'allais, moi, ta mère, la personne qui t'a mis au monde. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais l'a refermée aussitôt. Il n'y avait pas de réponse, parce que cet appel n'existait pas. Pas dans les dernières années, peut-être pas dans la dernière décennie. J'avais prévu d'utiliser une partie de cet argent pour t'aider, toi et ta famille. Ai-je continué, ressentant une étrange paix en prononçant les mots qui allaient clore un chapitre de ma vie. J'ai pensé à rembourser le prêt de votre maison à Neuilly, dans ce lotissement de luxe que vous vouliez tant. J'ai pensé à payer l'école internationale des enfants, celle dont Sylvie parle toujours lors des réunions de famille. J'ai même pensé à investir dans l'expansion de ton agence immobilière pour que tu puisses enfin concurrencer les grands du marché. J'ai vu la lueur de convoitise dans les yeux de mon fils, la même lueur que je voyais quand, enfant, il apercevait un nouveau jouet dans la vitrine. Toujours en voulant plus, jamais satisfait de ce qu'il avait. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, après t'avoir entendu m'appeler « vieille femme inutile », après avoir vu comment ton attitude a complètement changé quand tu as su pour l'argent, je me suis rendu compte que ce serait une erreur. « Maman, tu ne vas pas laisser une phrase malheureuse, dite dans un moment de colère, ruiner notre relation, n'est-ce pas ?» a demandé Philippe, son ton maintenant presque suppliant. « Ce n'était pas une phrase, Philippe.
C'était la goutte qui a fait déborder le vase. C'était le moment où j'ai finalement vu ce que je me refusais à admettre depuis des années. Notre relation était déjà ruinée, pas par ma faute, ni uniquement par la tienne, par la dynamique toxique que nous avons laissé s'installer entre nous. Moi, toujours cédant, toujours m'effaçant. Toi, toujours prenant, toujours exigeant. Sylvie regardait de l'un à l'autre, calculant son prochain mouvement comme la joueuse sociale qu'elle avait toujours été. Finalement, elle a décidé d'intervenir. « Madame Leroy, nous comprenons que vous soyez blessée. Philippe est parfois explosif, irréfléchi. Mais il vous aime, nous vous aimons tous. Cet argent peut être une bénédiction pour toute la famille si nous travaillons ensemble. » Il y avait quelque chose de prédateur dans le sourire de Sylvie, quelque chose qui m'a rappelé un documentaire sur les requins que j'avais vu une fois. La même approche calculée, le même instinct pour la proie vulnérable. « Vous n'avez pas compris », ai-je dit calmement. « Je ne négocie pas, j'informe. Ma décision est déjà prise. J'ai pris mon sac et en ai sorti un autre papier. Celui-ci n'était pas une liste de rêves, ni une lettre de la Banque nationale. C'était autre chose entièrement, quelque chose que ni Philippe ni Sylvie ne s'attendaient à voir. « Voici la vérité, mes chers, » ai-je dit en plaçant le document sur la table. « Il n'y a pas de prix de loterie. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Philippe a regardé le papier, puis moi, puis le papier à nouveau, son visage passant de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. « Qu'est-ce que ça veut dire, pas de prix de loterie ?» a-t-il demandé. Sa voix soudainement rauque. Exactement ce que ça dit. Je n'ai pas gagné 5 millions d'euros. Je n'ai même pas joué à la loterie. Tout était un test. Un test, a répété Sylvie, son sourire figé sur son visage, comme un masque de cire qui commençait à fondre. Un test pour voir comment vous réagiriez, pour voir si vous me valorisiez vraiment, moi, ou seulement ce que je pouvais vous apporter. Tu nous as menti, a dit Philippe, sa voix oscillant entre l'incrédulité et la rage. Tu nous as fait venir ici. Tu as commandé le repas le plus cher, le vin le plus coûteux. Tout ça pour quoi? Pour nous humilier? Non, Philippe. Pour me libérer, pour voir la vérité en face, une fois pour toutes. Et ta réaction, votre réaction à tous les deux, m'a donné toutes les réponses dont j'avais besoin. J'ai repris le document et l'ai rangé dans mon sac. Ce n'est pas tout à fait un mensonge, cependant. Je ne suis pas riche grâce à la loterie, mais je ne suis pas pauvre non plus. Ton père a laissé une assurance vie dont je n'ai jamais parlé. Pas des millions, mais assez pour me permettre de vivre confortablement, de voyager, de réaliser quelques-uns de ces rêves que j'ai mis de côté pendant trop longtemps. Tu as joué avec nous, a sifflé Sylvie, abandonnant toute prétention de gentillesse. Tu nous as fait croire que nous allions bénéficier de ma soi-disant fortune. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Et vous avez réagi exactement comme je le craignais. Non pas avec joie que votre mère et belle-mère puissent enfin vivre confortablement, mais avec avidité, planifiant déjà comment cet argent pourrait servir VOS intérêt. Pierre s'est approché discrètement avec l'addition. Je l'ai prise avant que Philippe ne puisse tendre la main et j'ai placé ma carte de crédit dans le petit plateau d'argent. « Mais tu n'as pas cet argent !» a protesté Philippe, regardant l'addition avec appréhension. « Comment vas-tu payer tout ça ?»« J'ai suffisamment, Philippe. Peut-être pas 5 millions, mais certainement assez pour un dîner au bistrot des artistes et suffisamment pour les projets plus modestes que je compte réaliser. » J'ai signé l'addition quand Pierre l'a rapportée, laissant un pourboire généreux qui a fait briller de gratitude ses yeux âgés. « Que dis-tu finalement ?» a demandé Philippe, sa voix maintenant un mélange de colère et de désespoir. « Que tu vas nous abandonner? Que tu vas couper les relations avec nous à cause d'un commentaire malheureux ?» Je me suis levée lentement, arrangeant ma robe lilas qui semblait maintenant symboliser ma renaissance. « Non, fils, je dis que je vais vivre le reste de ma vie selon mes propres termes. Je dis que l'argent que j'ai sera utilisé pour réaliser mes rêves, aider des personnes qui en ont vraiment besoin et me garantir une vieillesse digne et heureuse que je mérite. Je dis que notre relation, à partir de maintenant, sera basée sur le respect mutuel ou n'existera pas. » J'ai pris mon sac et mon étole, me préparant à partir. À cet instant précis, j'ai senti que je quittais non seulement le bistrot des artistes, mais toute une vie de soumission, de sacrifice silencieux, d'abnégation. C'était comme si chaque pas me libérait d'un poids invisible que j'avais porté pendant des décennies. « Tu ne peux pas simplement partir comme ça », a protesté Philippe, se levant brusquement. « Nous devons parler de tout ça. Tu ne peux pas juste… »
Nous tester puis nous juger. Je ne vous juge pas, ai-je répondu calmement. Je vous vois, simplement, peut-être pour la première fois en de nombreuses années. Les autres clients nous observaient discrètement, intrigués par cette scène familiale qui se déroulait au milieu de leur dîner paisible. Pierre, le serveur, se tenait à distance respectueuse, prêt à intervenir si nécessaire, mais assez sensible pour nous accorder notre espace. « Tu ne peux pas nous punir pour avoir été excité à l'idée que tu aies de l'argent », a insisté Sylvie, sa voix oscillant entre l'indignation et la tentative de justification. « C'est normal de vouloir que la famille partage sa bonne fortune. Ce n'est pas le fait que vous vouliez partager ma prétendue fortune qui me trouble, Sylvie. C'est la transformation instantanée de votre comportement. C'est le fait que pendant des années, je n'ai été qu'un fardeau, une obligation, une vieille femme inutile. Et soudain, avec la promesse de millions, je deviens précieuse, digne d'attention, de respect, d'inclusion. » Philippe a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, un geste qui trahissait son inconfort. « Tu exagères, maman. Nous t'avons toujours aimé, toujours respecté. L'amour se manifeste par des actions, Philippe, pas des mots vides. Et si le respect ressemble à ce que j'ai vécu ces dernières années, être mise à l'écart, oubliée, moquée, alors je préfère me passer de ce type de respect. » J'ai jeté un dernier regard à la table, aux flûtes de champagne à moitié pleines, au dessert à peine entamé par Philippe et Sylvie, symbole d'une célébration qui s'était transformée en confrontation, d'une révélation qui était devenue une révolution personnelle. J'ai pris des billets, ai-je dit soudainement, sortant de mon sac une autre enveloppe. Pour Paris d'abord, puis pour la Grèce. Je pars dans 3 jours avec Amélie et Marcel. Marcel ? A répété Philippe, fronçant les sourcils. Qui est à Marcel ? Mon voisin depuis 5 ans, Philippe. Un pharmacien retraité. Un homme gentil qui m'a invité à dîner la semaine dernière et qui m'a traité avec plus de respect en une soirée que toi, en une décennie. Tu sors avec quelqu'un ? A demandé Sylvie, son visage affichant un mélange de choc et de dédain, comme si l'idée qu'une femme de mon âge puisse avoir une vie romantique était inconcevable. Je vis ma vie, Sylvie, comme j'aurais dû commencer à le faire il y a longtemps. Tandis que je me dirigeais vers la sortie, j'ai senti la main de Philippe agripper mon bras, non pas avec violence, mais avec l'urgence de quelqu'un qui sent quelque chose de précieux lui échapper. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai dit une chose stupide, je le regrette, mais tu ne peux pas laisser ça détruire notre famille. » Je me suis tournée vers lui, observant son visage, ce visage que j'avais aimé depuis le premier instant où je l'avais tenu dans mes bras à la maternité. J'y voyais maintenant les traces de l'homme qu'il était devenu, les lignes d'ambition autour de la bouche, les plis d'arrogance entre les sourcils, mais aussi, quelque part dans les profondeurs de ses yeux, cet enfant qui cherchait désespérément l'approbation et l'amour. Je ne détruis rien, Philippe. Je reconstruis, je me reconstruis. Et peut-être qu'un jour, si tu le veux vraiment, nous pourrons reconstruire notre relation sur des bases plus saines, plus équilibrées, mais pas maintenant. Pas quand ta première réaction à mon départ est la peur de perdre ce que je peux faire pour toi, et non la peur de me perdre moi. J'ai doucement dégagé mon bras de sa prise, sentant une force nouvelle dans mes mouvements, une assurance que je ne me rappelais pas avoir possédée auparavant. Au revoir, Philippe. Au revoir, Sylvie. Je vous appellerai quand je serai à Paris. Et je suis partie, laissant derrière moi mon fils et ma belle-fille, figés dans leur incrédulité, incapables de comprendre que la femme qui venait de les quitter n'était pas celle qui était entrée dans ce restaurant quelques heures plus tôt. Dehors, l'air nocturne de Paris était frais et vivifiant. Les lumières de la ville brillaient comme des joyaux contre le velours sombre du ciel. J'ai respiré profondément, savourant l'odeur caractéristique de la capitale. Un mélange de pain frais, de parfums coûteux, de pavés humides et de cette indéfinissable essence d'histoire et de possibilités qui flotte toujours dans l'air parisien. Une silhouette m'attendait à quelques pas de l'entrée. Marcel, avec son écharpe en cachemire bleu marine et son élégant chapeau, tenait un petit bouquet de lilas, mes fleurs préférées, un détail que mon propre fils ignorait. « Tout s'est bien passé ?» a-t-il demandé, son visage ridé empreint d'une inquiétude sincère. « Mieux que prévu », ai-je répondu, acceptant le bouquet avec un sourire. « Je crois que j'ai finalement trouvé ma voie. » Il m'a offert son bras
que j'ai pris avec une aisance qui m'a surprise moi-même. Nous avons commencé à marcher le long des rues animées du 6e arrondissement, deux silhouettes âgées qui se fondaient dans le paysage urbain, invisibles pour la plupart des passants, mais plus visibles l'un pour l'autre que nous ne l'avions été pour quiconque depuis des années. « Tu veux en parler ?» a proposé Marcel après quelques minutes de marche silencieuse. « Pas maintenant » ai-je répondu. « Maintenant, je veux juste être. Être ici, dans cette ville que j'aime. Être en mouvement, en vie. Être moi-même, simplement. » Il a hoché la tête, comprenant sans avoir besoin de plus d'explications. C'était l'une des qualités que j'appréciais le plus chez Marcel. Cette capacité à respecter les silences, à ne pas remplir chaque moment d'une conversation forcée, à comprendre que parfois, être ensemble sans parler est la forme de communication la plus profonde. Nous avons marché jusqu'aux berges de la Seine. Les bateaux-mouches glissaient sur l'eau sombre, chargés de touristes, s'extasiant devant les monuments illuminés. Je me suis appuyée contre le parapet en pierre, regardant les reflets des lumières danser sur la surface de l'eau. J'ai passé tellement d'années à attendre, ai-je dit finalement, à attendre que Philippe apprécie mes sacrifices, à attendre que Sylvie me voie comme plus qu'une corvée sociale, à attendre que la vie commence vraiment, comme si toutes ces années n'étaient qu'une répétition générale pour quelque chose de plus authentique. « Et maintenant ?» a demandé Marcel, sa voix douce se mêlant au clapotis de l'eau. « Maintenant, je réalise que l'attente est terminée, que la vie réelle, ma vie, commence aujourd'hui. À 73 ans, j'ai ri doucement, savourant l'ironie de cette révélation tardive. « Il n'est jamais trop tard », a-t-il murmuré, couvrant ma main ridée avec la sienne sur le parapet. « Jacques serait fier de toi, tu sais. » La mention de mon défunt mari m'a fait monter les larmes aux yeux. Non pas des larmes de chagrin, bien que la douleur de sa perte ne m'ait jamais complètement quittée, mais des larmes de gratitude pour l'amour qu'il m'avait donné, pour la vie que nous avions partagée, pour l'héritage qu'il m'avait laissé, non pas seulement sous forme d'assurance vie, mais de souvenirs, de valeurs, de courage. Il me manque toujours, ai-je avoué, même après 15 ans. C'est normal, a répondu Marcel, dont la femme était décédée il y a 3 ans. L'amour ne disparaît pas avec la mort, il change simplement de forme. Nous sommes restés là, contemplant la Seine et les lumières de Paris, parlant occasionnellement, mais surtout savourant la compagnie l'un de l'autre dans ce moment de transition. Marcel ne cherchait pas à remplacer Jacques, et je ne cherchais pas à remplacer sa défunte épouse. Nous étions simplement deux personnes qui avaient vécu, aimé, perdu, et qui trouvaient maintenant du réconfort dans une connexion inattendue, à un âge où la société nous considérait comme invisibles. « Que vas-tu faire demain ?» a-t-il demandé lorsque nous avons finalement décidé de rentrer. « Appelez Juliette, ma petite fille. Elle doit savoir ce qui s'est passé avant que Philippe ne lui donne sa version des faits. Ensuite, commencer à préparer vraiment mon voyage. Et peut-être visiter cette boutique de vêtements dont Amélie m'a parlé. Il est temps que ma garde-robe reflète qui je suis vraiment et non qui j'ai cru devoir être. Et qui es-tu vraiment, Madeleine Leroy ?» a demandé Marcel avec un petit sourire, comme s'il connaissait déjà la réponse mais voulait me l'entendre dire. J'ai réfléchi un moment, cherchant les mots justes pour exprimer cette nouvelle conscience de moi-même qui émergeait, fragile mais déterminée, comme une pousse traversant l'asphalte. Je suis une femme qui a aimé profondément, qui a sacrifié beaucoup, mais qui refuse d'être définie uniquement par ses sacrifices. Je suis une lectrice passionnée, une bibliothécaire retraitée qui croit encore au pouvoir transformateur des livres. Je suis une voyageuse tardive, impatiente de découvrir des lieux dont j'ai seulement lu les descriptions. Je suis une amie, une grand-mère, une femme qui commence enfin à s'aimer elle-même assez pour exiger le respect qu'elle mérite. Marcel m'a regardé avec une admiration qui m'a réchauffé le cœur. Non pas l'admiration superficielle qu'on accorde à l'apparence physique ou au statut social, mais ce respect profond qu'on ressent pour quelqu'un dont on reconnaît la force intérieure, la résilience, l'authenticité. C'est une belle personne à être, a-t-il dit simplement. Nous avons pris un taxi pour rentrer au Marronnier. Dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone et vu 3 appels manqués de Philippe, ainsi qu'un message vocal. Je n'ai pas écouté le message ni rappelé. Cela pouvait attendre demain ou le jour suivant. Pour l'instant, j'avais besoin de ce temps pour moi, pour digérer tout ce qui s'était passé, pour savourer cette sensation nouvelle de liberté.
Le chauffeur de taxi nous a déposés devant notre immeuble, un bâtiment haussmannien modeste mais élégant, avec son entrée ornée de moulures et ses balcons en fer forgé. Marcel a insisté pour m'accompagner jusqu'à ma porte, un geste de galanterie que j'ai accepté avec gratitude. Dans l'ascenseur qui montait lentement vers le 4e étage, nos regards se sont croisés dans le miroir teinté. 2 visages marqués par le temps, creusés par les épreuves, mais étrangement lumineux dans la pénombre de la cabine. 2 personnes qui avaient survécu à la perte, à la solitude, aux désillusions, et qui se tenaient maintenant côte à côte, au seuil d'un nouveau chapitre inattendu. Merci d'avoir été là ce soir, ai-je dit doucement. Merci de m'avoir permis d'être là, a-t-il répondu, sa voix empreinte d'une sincérité désarmante. Quand l'ascenseur s'est arrêté à mon étage, Marcel a hésité un instant. Un dernier thé, a-t-il proposé, puis s'est immédiatement corrigé. Non, je ne devrais pas demander. Il est tard et tu as eu une soirée éprouvante. J'ai souri, touchée par sa considération. Un thé serait parfait, Marcel. Je ne suis pas prête à être seule avec mes pensées tout de suite. Dans mon appartement, tout semblait à la fois familier et étrangement nouveau, comme si le changement qui s'était opéré en moi avait altéré la perception de mon environnement. Les photos de famille sur les murs, les livres soigneusement rangés dans les bibliothèques, le fauteuil usé près de la fenêtre où j'aimais lire, tout était exactement comme je l'avais laissé, et pourtant, tout semblait différent. J'ai préparé du thé pendant que Marcel observait discrètement mes livres, s'arrêtant occasionnellement pour lire un titre, souriant en reconnaissant un auteur qu'il appréciait aussi. Nous nous sommes installés dans le petit salon, nos tasses fumantes posées sur la table basse, une lampe diffusant une lumière douce et chaude. « Tu sais » a commencé Marcel, tournant pensivement sa cuillère dans son thé. « Quand ma femme est décédée, j'ai cru que ma vie était essentiellement terminée. Non pas que je voulais mourir, simplement que je ne voyais plus d'horizon, plus de possibilités. Je me suis dit que ce qui restait n'était qu'une sorte d'épilogue, un temps à remplir avant la fin. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. Je l'avais moi-même éprouvé après la mort de Jacques, cette sensation que la partie significative de ma vie était achevée et que le reste n'était qu'une formalité. Et puis un jour, a-t-il continué, je t'ai vu dans l'entrée de l'immeuble, luttant avec tes sacs d'épicerie. Tu portais cette écharpe bleue qui faisait ressortir tes yeux et tu fredonnais doucement, comme si porter ces sacs lourds était une sorte de danse. J'ai proposé de t'aider, tu as accepté avec ce sourire qui illumine toute une pièce, et soudain, j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi, une porte que je croyais fermée à jamais. Ces paroles m'ont ému plus que je ne l'aurais cru possible. L'idée que ma simple existence, mon sourire, ma façon d'être, ayant pu ranimer quelque chose en lui, était profondément touchante. C'est étrange, n'est-ce pas ? Ai-je dit après un moment. Comment nous passons des années à nous définir par rapport aux autres, épouse, mère, grand-mère, au point d'oublier qui nous sommes en dehors de ces rôles. Et puis un jour, quelque chose se produit, un commentaire blessant, une rencontre fortuite, un geste de gentillesse, qui nous rappelle que nous sommes bien plus que cela. Exactement, a acquiescé Marcel. C'est comme si nous étions des livres dont certains chapitres étaient restés non lus, pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce que nous avions cessé de tourner les pages. Nous avons parlé pendant des heures, partageant des souvenirs, des rêves longtemps mis de côté, des réflexions sur la vie et ses surprises tardives. Lorsque Marcel est finalement parti, aux premières lueurs de l'aube, j'ai ressenti non pas la fatigue à laquelle je m'attendais après une nuit blanche, mais une énergie nouvelle, une clarté d'esprit que je n'avais pas connue depuis des années. Je me suis approchée de la fenêtre, observant Paris s'éveiller lentement. Les premières boulangeries ouvraient leurs portes. Les livreurs de journaux sillonnaient les rues sur leurs scooters. Quelques coureurs matinaux longeaient les berges de la Seine. La ville éternelle, toujours en mouvement, toujours se renouvelant. Et moi aussi, je me renouvelais. À 73 ans, je commençais une vie que je n'aurais jamais osé imaginer quelques jours plus tôt. Une vie qui ne serait pas définie par les attentes des autres, par les contraintes auto-imposées, par la peur du jugement. Une vie qui serait authentiquement la mienne. J'ai ouvert mon carnet et commencé à écrire, les mots coulant avec une facilité surprenante. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Non pas comme une phrase creuse,
que l'on trouve dans les livres de développement personnel, mais comme une vérité profonde que j'ai finalement saisie. Hier, mon fils m'a appelée « vieille femme inutile » et ces mots, aussi cruels soient-ils, m'ont libérée. Ils ont fait tomber le dernier mur qui me séparait de moi-même. Aujourd'hui, je commence un voyage, non seulement vers Paris, la Grèce et au-delà, mais vers l'intérieur, vers cette Madeleine que j'ai toujours été, mais que j'avais oubliée. Les 3 jours qui ont suivi cette soirée mémorable au bistrot des artistes ont été un tourbillon d'activités et d'émotions. Après avoir écrit dans mon journal cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années, sans être réveillée par ces angoisses nocturnes qui me visitaient si souvent. Au matin, comme je l'avais prévu, j'ai appelé Juliette. Ma petite fille, avec sa sensibilité et son intelligence, a immédiatement compris la situation. « Grand-mère, je suis tellement fière de toi », a-t-elle dit, sa voix claire résonnant à travers le téléphone. « Tu sais que papa m'a déjà appelé. Il est furieux, mais aussi confus. Je crois que c'est la première fois qu'il réalise que tu es une personne à part entière, pas juste sa mère. »« C'est exactement ça, ma chérie », ai-je répondu, touchée par sa perspicacité. Pendant trop longtemps, j'ai accepté d'être définie uniquement par mon rôle de mère et de grand-mère. J'ai oublié que j'étais aussi Madeleine. « Eh bien, Madeleine, » a-t-elle dit avec un petit rire, « je suis impatiente de mieux te connaître. » Cette conversation m'a donné une force supplémentaire pour les préparatifs de mon voyage. Amélie est venue m'aider à faire mes valises, apportant son enthousiasme caractéristique et ses conseils pratiques. « Des sous-vêtements confortables, Madeleine, » insistait-elle en parcourant mon armoire. « On ne sait jamais qui pourrait les voir. » Elle a éclaté de rire devant mon expression scandalisée, avant d'ajouter avec un clin d'œil « Je plaisante, ou peut-être pas. » Amélie avait toujours eu cette capacité à aborder les sujets les plus délicats avec un mélange d'humour et de franchise. C'était elle qui, après la mort de Jacques, m'avait sorti de ma torpeur en m'inscrivant de force à des cours d'aquagym. « Le corps a besoin de bouger pour que l'âme puisse guérir », avait-elle déclaré avec cette assurance qui la caractérisait. Le jour du départ est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé. J'ai pris un taxi pour la gare du Nord, où je devais retrouver Amélie et Marcel. Le chauffeur, un homme d'une 40aine d'années au visage bienveillant, a placé ma valise dans le coffre avec soin. « Voyage d'agrément, madame ?» a-t-il demandé poliment en démarrant. « Un voyage de découverte » ai-je répondu, surprise par ma propre réponse et par le sourire qui l'accompagnait. En traversant Paris, j'ai regardé par la fenêtre avec des yeux neufs. Cette ville que j'avais habitée toute ma vie me semblait soudain différente, comme si je la voyais pour la première fois. Les immeubles haussmanniens, les cafés aux terrasses animées, les parcs verdoyants, tout semblait plus vibrant, plus présent. À la gare, Amélie agitait frénétiquement les bras dès qu'elle m'a aperçue, attirant l'attention des passants avec son écharpe rouge vif et son chapeau extravagant. Marcel, plus discret dans son costume bleu marine, se tenait à ses côtés, un léger sourire aux lèvres. « Enfin !» s'est exclamée Amélie, m'enlaçant comme si nous ne nous étions pas vus depuis des mois plutôt que 2 jours. « J'ai cru que tu allais changer d'avis. »« Jamais !» ai-je répondu avec une conviction qui m'a surprise moi-même. Plus jamais je ne reculerai devant mes propres choix. Le train pour Paris était presque plein, mais nous avions réservé 3 places ensemble dans une voiture première classe. Un petit luxe que je m'étais permis grâce à l'assurance vie de Jacques. Alors que le train quittait la gare, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension. Je laissais derrière moi non seulement ma ville, mais aussi une version de moi-même, cette Madeleine effacée, accommodante, toujours soucieuse de ne pas déranger. « À quoi penses-tu » a demandé Marcel, remarquant mon expression pensive. « Je pense à toutes ces années où j'ai attendu le moment parfait pour vivre pleinement, à toutes ces excuses que je me suis données. Les enfants sont trop jeunes, Jacques est malade, Philippe a besoin de moi. Et maintenant, je réalise que le moment parfait, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. » Amélie a levé sa bouteille d'eau, imitant un toast. « Ah maintenant alors ?» Le voyage en train a passé rapidement, entre conversations animées et moments de contemplation silencieuse du paysage défilant par la fenêtre. J'avais apporté un carnet neuf, élégant, avec une couverture en cuir que j'avais acheté spécialement pour ce voyage. J'y notais mes impressions, mes réflexions, mes espoirs pour cette nouvelle phase de ma vie. Arrivés à Paris,
Nous avons pris un taxi jusqu'à notre hôtel dans le Marais. Ce n'était pas un établissement luxueux, mais il avait du charme, avec ses poutres apparentes, ses escaliers en colimaçon et sa cour intérieure fleurie. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux courts et au sourire accueillant, nous a remis nos clés. « Vous êtes là pour affaires ou pour le plaisir ?» a-t-elle demandé en français, puis a répété en anglais, supposant probablement que des personnes de notre âge étaient des touristes étrangers. « Pour le plaisir ?» ai-je répondu dans un français parfait, avec un petit sourire. « Pour le pur plaisir de vivre ?» Elle a semblé surprise, puis a souri plus largement. « Alors je vous souhaite un séjour merveilleux à Paris, madame. » Nos chambres étaient simples mais confortables, avec des fenêtres donnant sur la rue pavée en contrebas. J'ai défait ma valise avec soin, arrangeant mes vêtements dans l'armoire ancienne, plaçant mes livres sur la table de chevet, installant la photo de Jacques sur la commode. Non pas par habitude ou par devoir, mais par choix conscient. Jacques ferait toujours partie de ma vie, de mon histoire, mais désormais comme un compagnon bienveillant dans mon voyage, non comme une ombre dont je ne pouvais me défaire. Nous nous sommes retrouvés dans le petit salon de l'hôtel pour planifier notre première journée à Paris. Amélie avait apporté une pile de guides touristiques et de brochures, tandis que Marcel avait préparé une liste soigneusement organisée des musées et monuments à visiter. « Je pense que nous devrions commencer par le Louvre », a suggéré Amélie, feuilletant frénétiquement un guide. « Ou peut-être la Tour Eiffel. Non, Montmartre, c'est tellement romantique. Je propose plutôt de commencer par une promenade le long de la Seine », a suggéré Marcel. « C'est moins éprouvant physiquement, et cela nous donnera une bonne vue d'ensemble de la ville. » Ils se sont tournés vers moi, attendant mon avis. Pendant un instant, j'ai eu ce réflexe familier, acquiescer, céder, choisir l'option qui conviendrait le mieux aux autres. Mais cette fois, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment. J'aimerais commencer par le jardin du Luxembourg, ai-je dit finalement. Jacques me parlait souvent de ses statues, de ses parterres de fleurs, de ce grand bassin où les enfants font naviguer des bateaux miniatures. C'était un de ses endroits préférés quand il était étudiant à Paris. Amélie et Marcel ont échangé un regard, puis ont souri. « Le jardin du Luxembourg, ce sera », a déclaré Amélie, refermant ses guides. Le lendemain matin, sous un ciel parisien étonnamment bleu, nous avons pris le métro jusqu'au jardin. En émergeant à la station Luxembourg, j'ai senti mon cœur s'accélérer d'anticipation. Jacques m'avait décrit cet endroit tant de fois que j'avais l'impression de le connaître déjà, comme un lieu visité dans un rêve récurrent. Le jardin était encore plus beau que dans mon imagination. Les allées bordées d'arbres centenaires, les statues de reines de France veillant sur les promeneurs, les parterres de fleurs méticuleusement entretenus, tout respirait une élégance tranquille, une harmonie parfaite entre la nature et l'art humain. Nous avons marché lentement, savourant chaque vue, chaque parfum, chaque son. Des enfants jouaient près du grand bassin, poussant avec enthousiasme leurs petits voiliers. Des étudiants lisaient sur les chaises métalliques vertes, profitant du soleil. Des couples de tous âges se promenaient main dans la main, parfois s'arrêtant pour un baiser furtif ou une étreinte. C'est exactement comme Jacques me l'avait décrit. Ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour mes compagnons. Marcel a délicatement posé sa main sur mon bras. « Il est avec toi, Madeleine. D'une certaine façon, il a toujours été avec toi. » Nous nous sommes assis sur un banc face au bassin, observant le ballet des voiliers miniatures et des enfants qui les dirigeaient. Une petite fille aux tresses blondes, ne réussissant pas à faire avancer son bateau, a regardé autour d'elle avec désespoir. Sans réfléchir, je me suis levée et me suis approchée d'elle. « Tu permets que je t'aide ?» ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé avec une méfiance initiale qui s'est rapidement transformée en soulagement. « Oui, s'il vous plaît, madame. Mon bateau ne veut pas avancer. » Je me suis agenouillée à côté d'elle, ignorant la protestation de mes genoux, et ai ajusté la voile de son petit bateau. « Tu vois, il faut la tourner dans le sens du vent. Comme ça, le vent devient ton ami et pousse ton bateau. » Ses yeux se sont illuminés quand le bateau a commencé à glisser élégamment sur l'eau. « Merci, madame. Je m'appelle Madeleine, » ai-je dit, me surprenant moi-même par cette présentation spontanée. « Merci, madame Madeleine, » a-t-elle répété avec un grand sourire. « Je m'appelle Sophie. » Quand je suis retournée vers Amélie et Marcel, ils me regardaient avec une expression que je ne pouvais tout à fait déchiffrer, un mélange d'affection, de fierté
et peut-être même d'admiration. « Quoi ?» ai-je demandé légèrement embarrassée. « Rien », a répondu Amélie avec un sourire. « C'est juste, tu rayonnes, Madeleine. Tu es comme transformée. » Les jours suivants ont été un tourbillon de découvertes et d'émotions. Nous avons visité le Louvre, où j'ai passé des heures devant les tableaux des maîtres, fascinée non seulement par leur beauté, mais aussi par les histoires qu'ils racontaient. Nous avons grimpé les marches de la Tour Eiffel, savourant la vue spectaculaire de Paris s'étendant à nos pieds. Nous avons exploré Montmartre, nous perdant délibérément dans ses ruelles pittoresques, découvrant des boutiques d'artisans et des cafés cachés. Chaque soir, nous partagions un dîner dans un restaurant différent, tantôt une brasserie traditionnelle, tantôt un bistrot moderne, parfois même un établissement étoilé que nous nous offrions comme un luxe mérité. Je goûtais à des plats que je n'aurais jamais osé commander auparavant. Je buvais des vins dont j'ignorais l'existence. Je partageais des desserts décadents avec une joie enfantine. Et chaque soir, avant de m'endormir, j'écrivais dans mon journal, consignant non seulement ce que j'avais vu ou fait, mais aussi ce que j'avais ressenti, comment j'avais changé, ce que j'avais appris sur moi-même. Le 6e jour de notre séjour à Paris, j'ai reçu un appel de Philippe. Je l'ai laissé aller sur la messagerie, mais il a rappelé immédiatement. Après le 4e appel consécutif, j'ai finalement décroché. « Maman ?» Sa voix semblait différente, moins assurée, presque vulnérable. « Comment vas-tu ?»« Très bien, Philippe », ai-je répondu sincèrement. « Paris est magnifique et je découvre tellement de choses sur la ville, mais aussi sur moi-même. » Il y a eu un silence. Puis, « Je suis désolée, maman, pour ce que j'ai dit au restaurant. Pour beaucoup de choses, en fait. J'ai senti une émotion complexe monter en moi, un mélange de surprise, de soulagement, mais aussi de prudence. Je te remercie pour ces excuses, Philippe. Elles signifient beaucoup pour moi. Juliette m'a parlé, a-t-il continué, sa voix hésitante. Elle m'a fait comprendre certaines choses sur la façon dont je t'ai traité, sur ce que tu as sacrifié pour moi au fil des années. Juliette est une jeune femme remarquable, ai-je dit, sentant une vague de fierté pour ma petite fille. Elle tient ça de toi, a-t-il répondu, me prenant par surprise. Ta force tranquille, ta compassion, j'aurais dû le voir plus tôt. Nous avons parlé pendant presque 1 heure, la conversation la plus longue et la plus sincère que nous ayons eue depuis des années. Philippe a partagé ses propres luttes, ses insécurités cachées derrière son apparente assurance, sa peur de ne jamais être à la hauteur des attentes qu'il s'était lui-même imposées. J'ai écouté, vraiment écouté, sans juger, sans interrompre, lui offrant cet espace sécurisé que j'aurais dû créer bien plus tôt. « Les choses seront différentes quand tu reviendras », a-t-il promis avant de raccrocher. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux faire mieux à partir de maintenant. C'est tout ce que je demande, Philippe, » ai-je répondu doucement. Un nouveau départ, basé sur le respect mutuel. En raccrochant, j'ai réalisé que mes joues étaient humides de larmes. Non pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, d'espoir, de gratitude pour cette réconciliation inattendue. Marcel, qui lisait discrètement dans un coin de la chambre pendant ma conversation, m'a regardé avec inquiétude. « Tout va bien ? » ?»« Mieux que bien, » ai-je répondu, essuyant mes larmes. Je crois que j'ai non seulement retrouvé moi-même, mais aussi d'une certaine façon, retrouvé mon fils. Notre séjour à Paris s'est achevé trop rapidement, mais la Grèce nous attendait. Le vol d'Air France pour Athènes était prévu pour le lendemain matin. En faisant ma valise ce soir-là, j'ai réalisé que j'avais acheté bien plus de choses que prévu. Des vêtements colorés qu'Amélie m'avait encouragé à essayer, des livres découverts dans les librairies du quartier latin, de petits souvenirs pour Juliette et les autres petits-enfants. Le plus précieux de ces achats était peut-être cette petite aquarelle achetée à un artiste de rue près de Notre-Dame. Une vue du jardin du Luxembourg, avec ses couleurs vives et sa lumière particulière, qui capturait parfaitement l'essence du lieu, qui avait tant signifié pour Jacques et qui maintenant signifiait tant pour moi. La veille de notre départ, Marcel m'a invité à une promenade nocturne le long de la Seine. Amélie, prétextant une fatigue soudaine, a décliné l'invitation avec un clin d'œil à peine dissimulé. La nuit était douce, le ciel parsemé d'étoiles, la lune se reflétant sur les eaux sombres du fleuve. Les monuments illuminés créaient un décor presque irréel,
comme si nous marchions dans un rêve partagé. « Sais-tu ce que j'admire le plus chez toi, Madeleine ?» a demandé Marcel, rompant un silence confortable. « Mon élégance naturelle, mon esprit vif, ma modestie légendaire ?» ai-je plaisanté, me surprenant moi-même par cette légèreté que je ne me connaissais pas. Il a ri, ce rire profond et chaleureux qui me faisait toujours sourire. Tout cela, bien sûr, mais surtout ton courage. La façon dont tu as transformé une blessure en opportunité de renaissance. La façon dont tu as refusé de te laisser définir par les attentes des autres ou par tes propres peurs. Nous nous sommes arrêtés sur le pont des Arts, contemplant la Seine qui coulait paisiblement sous nos pieds. Dans la distance, la tour Eiffel scintillait, ses lumières dansant dans la nuit parisienne. Tu sais, ai-je dit après un moment, pendant presque toute ma vie, j'ai cru que mon rôle était d'être invisible, de m'effacer pour que les autres puissent briller. Je pensais que c'était cela, être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne grand-mère. Mais maintenant, je comprends que la véritable générosité, le véritable amour, commence par s'aimer soi-même assez pour exiger le respect qu'on mérite. Marcel a pris ma main, entremêlant ses doigts aux miens. Ce simple contact si innocent et pourtant si intime m'a fait frissonner d'une émotion que je croyais avoir oubliée. « Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pleinement, Madeleine », a-t-il murmuré, ses yeux reflétant les lumières de la ville. « Non !» ai-je répondu, serrant sa main. « Il n'est jamais trop tard. » Et là, sur ce pont parisien, sous un ciel étoilé qui semblait bénir ce moment, j'ai compris avec une clarté cristalline que l'insulte de mon fils, ces mots cruels qui m'avaient tant blessé, avaient été en réalité le catalyseur d'une transformation profonde. Cette vieille femme inutile qu'il avait dédaignée s'était métamorphosée en une femme pleinement vivante, curieuse, courageuse, prête à embrasser chaque jour comme un cadeau précieux. La vie qui s'ouvrait devant moi, avec ses voyages à venir, ses amitiés renouvelées, sa relation en évolution avec mon fils, et peut-être même ce tendre sentiment naissant pour Marcel, n'était pas celle que j'avais imaginée en vieillissant. Elle était infiniment plus riche, plus vibrante, plus authentique. Et tandis que je contemplais les eaux de la Seine, je me suis souvenu des paroles de Jacques, prononcées peu avant sa mort. La vie, ma Madeleine, n'est pas une ligne droite qui mène inexorablement vers la fin. C'est une spirale qui nous ramène parfois au même point, mais toujours à un niveau différent, avec une perspective nouvelle. Il avait raison, comme souvent. Ma spirale m'avait ramené à Paris, cette ville que nous avions toujours rêvé de découvrir ensemble. Mais elle m'avait aussi ramené à moi-même, à cette Madeleine que j'avais presque oubliée au fil des décennies de sacrifices et d'abnégation. Et pour cela, paradoxalement, je devais remercier mon fils et sa cruelle remarque, car sans ces mots, vieille femme inutile, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de briser mes chaînes, de revendiquer ma dignité, de commencer cette aventure extraordinaire qu'est la redécouverte de soi-même. C'est moi qui riais maintenant, non pas d'un rire amer ou vengeur, mais d'un rire libérateur, joyeux, empli de la promesse de tous les jours à venir. Des jours que je vivrai pleinement, intensément, authentiquement comme Madeleine, et non plus seulement comme la mère de Philippe, la veuve de Jacques, la grand-mère de Juliette. « À quoi penses-tu » a demandé Marcel, intrigué par mon sourire. « Je pense, ai-je répondu, me tournant vers lui avec une assurance nouvelle, que parfois, les insultes les plus cruelles peuvent devenir les cadeaux les plus précieux si l'on a le courage de les transformer. » Et sur ces mots, nous avons repris notre promenade le long de la Seine, deux silhouettes âgées sous le ciel étoilé de Paris, avançant non pas vers un crépuscule, mais vers une aube nouvelle, lumineuse de possibilités. Mes chers amis, voilà que je vous retrouve après vous avoir raconté mon histoire, cette histoire qui a commencé par une insulte au bistrot des artistes et qui s'est transformée en une renaissance inattendue à l'âge de 73 ans. Vieille femme inutile, ces mots prononcés par mon propre fils ont brisé quelque chose en moi, mais ils ont aussi libéré une force que j'ignorais posséder. Vous m'avez suivi dans ce voyage extraordinaire, depuis ce moment où Philippe m'a humilié publiquement jusqu'à cette nuit magique sur le pont des Arts avec Marcel. Vous avez été témoin de ma transformation, de mon évolution d'une femme effacée,
sacrifiant tout pour sa famille, à une femme debout, digne, prête à revendiquer sa place dans le monde. Cette métamorphose n'a pas été facile. Il a fallu du courage pour confronter mon fils, pour lui révéler que mon prétendu gain à la loterie n'était qu'un test qu'il a lamentablement échoué, révélant la nature intéressée de son affection. Il a fallu de l'audace pour faire mes valises et partir à la découverte de Paris, puis de la Grèce, avec mes amis Amélie et Marcel, laissant derrière moi des décennies de routine et de confort relatif. Mais chaque pas sur ce chemin de libération m'a rendue plus forte, plus vivante. J'ai redécouvert le plaisir simple de marcher dans le jardin du Luxembourg, d'admirer les chefs-d'œuvre du Louvre, de savourer un repas exquis dans un bistrot parisien sans me soucier du prix ou de ce que les autres pourraient penser. J'ai appris à écouter mes désirs, à respecter mes limites, à valoriser ma propre compagnie. Et vous savez ce qui est merveilleux? Cette transformation a créé des ondulations bien au-delà de ma propre vie. Philippe, mon fils, a été contraint de me voir sous un jour nouveau, non plus comme une extension de lui-même, un service de garde d'enfants gratuit ou une présence effacée lors des dîners familiaux, mais comme une femme complète, complexe, avec ses propres rêves et aspirations. Notre conversation téléphonique, facilitée par ma merveilleuse petite fille Juliette, a marqué le début d'une relation nouvelle, basée non plus sur la dépendance et l'obligation, mais sur le respect mutuel. Quant à Marcel, cet homme gentil qui m'a offert son bras et son cœur au moment où j'en avais le plus besoin, notre relation naissante est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour se redécouvrir à travers le regard bienveillant d'un autre. Nous ne cherchons pas à remplacer nos conjoints disparus. Jacques sera toujours dans mon cœur, comme sa défunte épouse dans le sien, mais à créer quelque chose de nouveau, de doux, d'authentique. Le voyage en Grèce qui a suivi notre séjour à Paris a été tout aussi transformateur. Les îles baignées de soleil, la mer d'un bleu impossible, les villages blancs accrochés aux falaises, tout semblait célébrer cette nouvelle vie que j'avais choisi d'embrasser. Nous avons nagé dans des criques isolées, dansé dans des tavernes locales, partagé des repas interminables avec des Grecs accueillants qui nous traitaient comme de la famille. À mon retour en France, j'ai pris une décision qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. J'ai vendu mon appartement des Marronniers et acheté un petit domaine en Provence, près du village de Maussanne-les-Alpilles. Une maison de pierre entourée d'oliviers centenaires, avec un jardin où je cultive maintenant des herbes aromatiques, des fleurs sauvages et quelques légumes. Un lieu qui est véritablement le mien, qui reflète qui je suis, sans compromis ni excuse. J'ai créé la Fondation pour les bibliothèques communautaires dont j'avais toujours rêvé, permettant à des enfants de quartiers défavorisés d'accéder à la magie des livres, comme j'y avais moi-même accédé dans ma jeunesse. J'ai aidé Juliette à terminer ses études de médecine sans avoir à travailler en parallèle, lui offrant ce que mes parents n'avaient pas pu m'offrir. Philippe et Sylvie viennent me visiter régulièrement maintenant. Nos relations se sont apaisées, transformées. Mon fils apprend lentement à me voir comme je suis vraiment et je crois sincèrement qu'il essaie de faire amende honorable. Sylvie reste Sylvie, bien sûr, toujours soucieuse des apparences, mais même elle semble avoir compris que quelque chose a fondamentalement changé dans notre dynamique familiale. Marcel partage sa vie entre son appartement parisien et ma maison provençale. Nous prenons notre temps, savourant chaque moment, chaque conversation, chaque silence partagé. À notre âge, nous savons que le temps est précieux, mais aussi que la précipitation n'apporte rien de bon. Nous avons voyagé ensemble au Canada l'automne dernier pour voir ces fameuses montagnes rocheuses que j'avais toujours admirées dans les documentaires. Cette année, nous prévoyons de visiter le Japon pendant la saison des cerisiers en fleurs. Amélie, fidèle à elle-même, a commencé une relation passionnée avec un professeur de tango argentin, rencontré lors d'un cours qu'elle a pris sur un coup de tête. À 70 ans, elle continue de me surprendre et de m'inspirer par son audace, sa joie de vivre, son refus des conventions. Cette histoire, mon histoire, n'est pas exceptionnelle. Elle est celle de milliers de femmes qui, comme moi, ont passé leur vie à s'effacer, à s'oublier, à se définir uniquement par rapport aux autres. Des femmes qui ont mis leur propre bonheur en veilleuse pour répondre aux attentes de la société, de leur famille.
de leur entourage. Si vous êtes l'une de ces femmes, ou même un homme qui se reconnaît dans cette situation, je veux que vous sachiez une chose, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour se redresser, pour exiger le respect, pour vivre pleinement, authentiquement, joyeusement. Parfois, il faut une insulte, une blessure profonde, un moment de clarté douloureuse pour nous réveiller de cette torpeur, de cette acceptation passive de l'inacceptable. Pour moi, ce fut ce « vieille femme inutile » craché par mon fils. Pour vous, ce sera peut-être autre chose. Mais quand ce moment viendra, j'espère que vous aurez le courage de faire ce que j'ai fait. Vous lever, reprendre votre dignité et commencer à vivre selon vos propres termes. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire sur Souvenirs de grand-mère. C'était un travail considérable de préparer cette vidéo, de revivre ces moments parfois douloureux, mais ultimement libérateurs. Si mon récit vous a touché, s'il a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous serais immensément reconnaissante de vous abonner à notre chaîne. Vos abonnements, vos « j'aime », mais surtout vos commentaires sont ce qui fait vivre Souvenirs de grand-mère. Ils nous permettent de continuer à partager ces histoires de vie, ces témoignages qui, je l'espère, peuvent inspirer, réconforter, peut-être même transformer. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Avez-vous vécu des situations similaires? Comment avez-vous réagi face à un manque de respect de la part de proches? Quelle partie de mon parcours a le plus résonné avec votre propre expérience? Vos commentaires ne sont pas seulement appréciés, ils sont essentiels. Ils créent cette communauté de partage et de soutien mutuel que nous cherchons à bâtir. Si vous le pouvez, considérez également de contribuer au Merci, notre forme de donation pour aider au coût du canal. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous permet de produire plus de vidéos quotidiennement, d'atteindre plus de personnes, de partager plus d'histoires qui méritent d'être racontées. Cela aiderait immensément notre travail de porter réflexion, espoir et inspiration à ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas de parcourir nos autres vidéos. Il y a tant d'histoires inspirantes, tant de témoignages poignants qui attendent d'être découverts, des récits de résilience, de transformation, de renaissance à tous les âges de la vie. Je terminerai en vous rappelant ce que j'ai appris de la manière la plus inattendue. Votre valeur ne dépend pas de la validation des autres. Votre vie vous appartient, pour la vivre selon vos propres termes. Il n'est jamais trop tard pour dire non au manque de respect, pour établir des limites saines, pour prioriser votre propre bonheur. Ici, Madeleine Leroy, directement de ma petite maison en Provence, vous souhaitant de trouver votre propre chemin vers la liberté et l'authenticité. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Souvenirs de grand-mère.